On est à Champigny-sur-Marne, on voit Paris, on devine la Tour Eiffel, là, et on va vous expliquer la bataille de Champigny-sur-Marne en 1870. Bonjour. Donc, on est devant l'ossuaire de Champigny-sur-Marne. Comme vous l'a dit M. Desouert, on est sur les hauteurs de la ville, d'accord, qui permet de dominer la capitale dans la partie sud-est. La guerre de 1870, c'est un peu une guerre oubliée dans nos manuels. Or, elle est super importante. Elle est super importante parce qu'elle va fonder la démocratie telle que nous la connaissons, dans le sens où la République, avec la défaite, ce qui est paradoxal, la République va s'installer durablement dans le paysage français. Alors, cet ossuaire a la particularité de regrouper des os de soldats inconnus. Ça, maintenant, ça on le connaît avec la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Mais dans cet ossuaire, on a des soldats français et prussiens. Alors, ils ne sont pas mélangés, il y a une partie française et une partie prussienne. Et c'est avec la guerre de 1870 qu'on va commencer à construire des monuments pour commémorer des batailles, pour commémorer des guerres. Avant, on ne le faisait pas. Par-ci par-là, on peut trouver en se promenant une plaque qui dit ici est tombé le chevalier machin, ici est tombé le général Intel, mais c'était des choses très nominatives. Là, on rentre dans du beaucoup plus grand, en fait, pour fédérer la nation. Parce qu'en effet, c'est ça, je vous ai déjà expliqué à la naissance du nationalisme, et ben là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Alors, pour remettre dans le contexte, 1870, c'est le Second Empire, Napoléon III. Et, alors pour faire simple, la France tombe dans un piège mené par les Prussiens pour en fait leur déclarer la guerre. Napoléon III donc déclare la guerre à la Prusse et ça va être une débâcle. En 6 semaines, la France est battue à plate couture par la Prusse et ses alliés. C'est une guerre donc, assez rapide. Elle commence au mois de juillet pour se terminer au mois de septembre. La France est en infériorité numérique, on a à peu près 250 000 soldats côté français contre 600 000 côté prussien. Donc première difficulté. Et deuxième difficulté, la France est encore en fait une armée désuète face à une armée très moderne côté prussien. Ce qui peut expliquer qu'en fait on va perdre quasiment toutes les batailles engagées durant ce conflit. Au mois de septembre, à Sedan, donc dans l'est de la France, l'empereur Napoléon III est fait prisonnier. C'est la proclamation de la Troisième République. Et surtout, va commencer le siège de Paris. Donc, le siège de Paris. Le siège de Paris, les Parisiens vont connaître un siège très très dur. On est en plein hiver. C'est un hiver où il fait très très froid. Les Parisiens vont connaître la famine. Face à ce siège, la garde nationale, c'est-à-dire l'armée qui protège Paris, va tenter plusieurs percées, plusieurs sorties pour en fait casser le siège, dont une ici, à Champigny. Alors, en fait, sur Champigny, Brie-sur-Marne et Villiers-sur-Marne, c'est là que va y avoir le théâtre d'opération. Donc, on a les dates marquées sur le monument du 30 novembre au 2 décembre 1870. Donc, on est en plein dans l'hiver. Pour vous donner le contexte, ce sont des journées à moins 14 degrés. La Marne est en crue, elle a débordé de son lit. Les Prussiens ont brûlé les ponts. Donc il va falloir déjà construire des ponts pour sortir de Paris, traverser la Marne, etc. Et les soldats français vont se battre comme des lions, mais ils ne vont pas parvenir à franchir les lignes allemandes. C'est donc une défaite. Pendant très longtemps, Champigny-sur-Marne va être appelé d'ailleurs Champigny-la-Bataille. C'est quelque chose qui va rester dans l'imaginaire collectif parisien. Et d'ailleurs, un jour, en discutant avec M. Belvisi, il m'a raconté que lui, lorsqu'il était gamin, et il est campinois, il se racontait que dans les terrains vagues de Champigny, on pouvait encore trouver des restes de la guerre de 70. Alors lui-même n'en a jamais trouvé, il y a de fortes chances que dans sa prime de jeunesse, il n'y avait plus rien qui traînait. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est resté pendant très longtemps dans l'histoire, tout du moins dans la mémoire des campinois. Alors que pourtant, ça est complètement sorti quasiment des manuels d'histoire. Alors, pourquoi je dis qu'elle était importante cette guerre ? Parce que ses conséquences. Ses conséquences, ça va être l'instauration de la République. D'accord ? Première chose. 1870, 10 ans plus tard, cette République, elle va quand même créer l'école telle que nous la connaissons, sans les lois Ferry. Donc, c'est pas rien.
Mais aussi, avec cette défaite de 70, on a une des raisons de la Première Guerre mondiale, c'est la perte de l'Alsace-Moselle par les Français. Et c'est aussi dans ce contexte-là qu'on a à faire, j'insiste lourdement là-dessus, mais la naissance du nationalisme, qui est aussi une des raisons de la Première Guerre mondiale. Donc là, on est juste derrière le collège. Là, il y a la rue Guy Môquet, on arrive par là-bas au grand rond-point où il y a les travaux. Et ben en fait, dans votre quartier, il y a sans doute un des plus vieux monuments aux morts de France. C'est avec la guerre de 70 qu'on va commencer à en construire. Et ben, le premier à être construit sur Champigny, c'est celui-là. Donc on voit qu'il est bien usé, bien passé par le temps. Et il commémore des combattants de la Côte d'Or. La Côte d'Or, on est au sud-est de Paris. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'on cherchait à faire une percée vers le sud-est. C'était pas pour rien. Voilà. Comme vous le disiez, monsieur Delisle, en 1870, le souvenir et la construction du nationalisme prend à peu près toute la France. Et même à la toute fin du 19e, même encore avant la guerre de 14, des auteurs se rappellent de ce moment-là, de cette grande défaite, de façon étrange. C'est un souvenir très amer. Et Émile Zola, qui écrit au tout début du 20e, un bouquin qui s'appelle La débâcle, la grande défaite, écrit ça. Et là, on sentira le nationalisme monter. Il écrit: qu'est-ce que c'était que cette fichue guerre où l'on se rassemblait 10 pour en écraser un, où l'ennemi ne se montrait que le soir après vous avoir mis en déroute par toute une journée de prudentes canonnades. Ahuri, éperdu, n'ayant jusque-là rien compris à la campagne, il se sentait enveloppé, emporté par quelque chose de supérieur auquel il ne résistait plus, bien qu'il répétât machinalement dans son obstination: courage mes enfants, la victoire est là-bas. D'un geste prompt, cependant, il avait repris le drapeau. C'était sa pensée dernière, le cacher pour que les Prussiens ne l'eussent pas. Mais bien que la hampe fût rompue, elle s'embarrassa dans ses jambes, il faillit tomber. Des balles sifflaient, il sentit la mort. Il arracha la soie du drapeau, la déchira, cherchant à l'anéantir. Et ce fut à ce moment que, frappé au cou, à la poitrine, aux jambes, il s'affaissa parmi ses lambeaux tricolores comme vêtu d'eux. Il vécut encore 1 minute, les yeux élargis, voyant peut-être monter à l'horizon la vision vraie de la guerre, l'atroce lutte vitale qu'il ne faut accepter que d'un cœur résigné et grave, ainsi qu'une loi. Puis il eut un petit hoquet, il s'en alla dans son ahurissement d'enfant tel qu'un pauvre être borné, un insecte joyeux écrasé sous la nécessité de l'énorme et impassible nature. Avec lui finissait une légende.